Écoutez-moi bien. Dans exactement 4-20 minutes, vous allez découvrir pourquoi cette personne, oui, celle à laquelle vous pensez en ce moment même, draine votre énergie vitale comme un vampire émotionnel. Je vais vous révéler le secret clinique que j'utilise depuis 30 ans en thérapie pour identifier instantanément les personnalités toxiques et surtout comment vous en protéger sans culpabilité. Si vous restez jusqu'à la fin, je partagerai l'exercice exact que j'ai donné à Sandrine, une de mes patientes, et qui lui a permis de reconquérir sa paix mentale en moins de 3 semaines. Mais avant, faites-moi une faveur, abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire si vous avez déjà senti que quelqu'un aspirait votre joie de vivre. Allez-y, écrivez oui ou racontez-moi brièvement. Cette interaction va changer votre perspective, je vous le garantis. Voilà, nous y sommes. Parlons franchement. Je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 3 décennies. J'ai vu défiler dans mon cabinet des centaines, non, des milliers de personnes brillantes, généreuses, capables, qui se retrouvaient systématiquement épuisées, vidées, au bord du burn-out émotionnel. Pas à cause de leur travail, pas à cause du stress moderne, mais à cause de quelqu'un, parfois un conjoint, parfois un parent, parfois ce collègue sympathique qui vous laisse toujours avec une sensation de malaise après chaque conversation. La toxicité humaine n'est pas une métaphore poétique, mes amis. C'est une réalité clinique que je documente quotidiennement. Regardez autour de vous. Nous vivons dans une époque fascinante où nous sommes hyper connectés, hyper disponibles, hyper sollicités. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'avoir des centaines d'amis, mais combien d'entre eux vous donnent vraiment de l'énergie? Combien vous élèvent? Et combien, au contraire, vous tirent vers le bas? Je pose cette question à chacune de mes patientes lors de la première séance, et vous seriez surprise de voir leur visage. Ce moment de lucidité brutale, cette prise de conscience qu'elles tolèrent depuis des années, des comportements qui les détruisent à petit feu. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Martine. 52 ans, cadre dans une multinationale, 2 enfants magnifiques, une maison confortable. En apparence, tout allait bien. Mais Martine arrivait à mon cabinet tous les 15 jours avec ce même épuisement dans le regard. Docteur André, je ne comprends pas. Je dors correctement, je mange sainement, je fais du yoga 3 fois par semaine. Pourtant, je me sens vidé. Ensemble, nous avons fait l'exercice que je vais vous transmettre plus tard. Nous avons cartographié ses relations. Et devinez quoi? 7 personnes dans son entourage immédiat présentaient des patterns toxiques. 7. Sa mère qui téléphonait chaque jour pour lui rappeler ses échecs passés, son mari qui minimisait systématiquement ses accomplissements professionnels, cet ami d'enfance qui ne l'appelait que pour se plaindre, jamais pour célébrer, cette collègue qui sabotait subtilement ses projets, un frère qui empruntait de l'argent sans jamais rembourser, sa belle-sœur qui faisait des commentaires acides sur son poids, et ce voisin qui violait constamment ses limites. 7 personnes, 7 draineurs d'énergie. Aucune d'entre elles n'était un monstre caricatural. C'est ça la subtilité des relations toxiques, elles se camouflent sous des apparences de normalité. Personne ne se lève le matin en se disant tiens, aujourd'hui je vais détruire psychologiquement quelqu'un. Non. La toxicité humaine est souvent inconsciente, nourrie par leurs propres blessures non cicatrisées, leurs propres peurs, leurs propres mécanismes de défense pathologiques, mais, et c'est crucial, l'intention n'excuse pas l'impact. Peu importe que votre mère soit toxique à cause de son enfance difficile, si elle vous fait du mal aujourd'hui, vous avez le droit de vous protéger. Point final. Vous savez ce qui me fascine dans la recherche en neurosciences? Les études montrent que notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une agression physique et une agression émotionnelle. Quand quelqu'un vous critique constamment, quand quelqu'un invalide vos émotions, quand quelqu'un viole vos limites, votre amygdale s'active exactement comme si vous étiez en danger physique.
Votre cortisol monte, votre système nerveux sympathique se met en mode combat-fuite, et si cette exposition est chronique, vous développez tous les symptômes du stress post-traumatique. Oui, vous avez bien entendu, un proche toxique peut littéralement vous traumatiser. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Alors permettez-moi de détruire un mythe tenace. La famille, c'est sacré. On ne peut pas abandonner sa mère, son frère, son conjoint. Foutaise. Si quelqu'un met le feu à votre maison, peu importe son lien de parenté avec vous, vous avez le droit de vous sauver, votre santé mentale n'est pas négociable. Votre paix intérieure n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Et si vous devez prendre de la distance avec quelqu'un, même quelqu'un que vous aimez, pour survivre psychologiquement, alors c'est ce que vous devez faire sans culpabilité, avec compassion pour vous-même, parce que vous méritez de vivre dans un environnement émotionnellement sain. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ces 7 types de personnalités toxiques que j'ai identifiés au fil de mes années de pratique clinique. Je vais vous les décrire avec précision, vous donner des exemples concrets et surtout vous expliquer comment les reconnaître avant qu'elles ne fassent trop de dégâts. Attachez vos ceintures parce que vous allez probablement reconnaître plusieurs personnes de votre entourage. Et c'est normal, c'est même sain. La conscience est le premier pas vers le changement. Premier type, le vampire empathique. Ah, celui-là, c'est le plus dangereux parce que c'est le mieux camouflé. Le vampire empathique n'est pas agressif. Au contraire, il est souvent charmant, attachant, parfois même vulnérable. Mais voici son pattern. Chaque fois que vous le rencontrez, vous sortez épuisé, complètement vidé, comme si on avait aspiré toute votre énergie. Pourquoi? Parce que le vampire empathique transforme chaque conversation en thérapie gratuite. Il déverse ses problèmes sur vous encore et encore, sans jamais vraiment chercher de solution. Pire, quand vous proposez des solutions, il trouve 1000 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Son identité est construite autour de sa souffrance. Vous aider le priverait de son rôle de victime. J'ai eu en thérapie une femme, appelons-la Élise, qui avait une amie comme ça depuis l'université, 25 ans d'amitié. À chaque appel téléphonique, cette amie parlait pendant 1 heure de ses malheurs. Son travail horrible, son mari insupportable, ses enfants ingrats, ses problèmes de santé. Élise écoutait, consolait, donnait des conseils. Mais savez-vous ce qui se passait quand Élise essayait de parler de sa propre vie? L'ami coupait court après 3 minutes. Ah bon, c'est intéressant. Mais tu sais, moi en ce moment. Et hop, retour à son monologue de souffrance. Après chaque appel, Élise se sentait lessivée, déprimée, même. Je lui ai demandé: cette amie vous a-t-elle déjà posé des vraies questions sur votre vie? A-t-elle déjà célébré vos succès? Vous a-t-elle déjà soutenu quand vous alliez mal? Silence. La réponse était non sur toute la ligne. Le vampire empathique fonctionne sur un principe simple. Il prend sans jamais donner. Oh, il peut vous remercier. Il peut vous dire: tu es si gentil de m'écouter. Mais la gentillesse n'est pas de la réciprocité. Une vraie amitié, une vraie relation, c'est un flux bidirectionnel d'énergie. Vous donnez, vous recevez, vous soutenez, on vous soutient. Avec le vampire empathique, le flux est à sens unique, toujours. Et si vous osez mettre vos limites, si vous dites: désolé, là je ne peux pas t'écouter, j'ai besoin de repos, il vous culpabilise. Ah d'accord, je pensais qu'on était amis. Bon, je comprends, je vais gérer seul, comme toujours. Reconnaître un vampire empathique, facile. Faites ce test la prochaine fois. Essayez de parler de vous pendant 15 minutes, chronométré. Observez combien de temps il vous écoute réellement avant de ramener la conversation à lui. Observez s'il pose des questions de suivi sur ce que vous racontez. Observez s'il se souvient de ce que vous lui avez dit la semaine dernière.
Un vampire empathique échoue lamentablement à ces 3 critères. Et non, ce n'est pas parce qu'il est trop préoccupé par ses problèmes, c'est parce qu'il est fondamentalement égocentrique, même s'il se présente comme fragile et nécessiteux. Deuxième type, le critique chronique. Oh là là, celui-ci mérite une médaille d'or en destruction de confiance en soi. Le critique chronique a un don, il trouve toujours, absolument toujours, quelque chose à redire. Vous avez réussi un projet professionnel. Ah oui, mais tu aurais pu faire mieux si. Vous avez perdu 5 kilos. Bon, c'est un début, mais il en reste encore pas mal. Vous avez acheté une nouvelle robe. La couleur ne te va pas vraiment au teint. Vous avez cuisiné un plat délicieux. C'était bon, mais la prochaine fois tu devrais moins saler. Le critique chronique opère par petites touches, des pics, des remarques qui, prises individuellement, semblent anodines. Je plaisante, dira-t-il si vous protestez. Tu es trop susceptible. Mais cumulées sur des mois, des années, ces critiques s'infiltrent dans votre psyché comme un poison lent. Vous commencez à douter de vous, vous anticipez ces critiques, vous vous censurez, vous vous rabaissez avant même qu'il ait ouvert la bouche, parce que votre cerveau a intégré son regard critique comme une norme interne. Laissez-moi vous parler de Bernard, 63 ans, à la retraite depuis 2 ans. Bernard venait me voir pour une dépression qu'il ne comprenait pas. Docteur André, j'ai tout pour être heureux. Ma femme est formidable, mes enfants vont bien, je suis en bonne santé, j'ai du temps pour mes hobbies. Mais je me sens misérable. En creusant, j'ai découvert que sa femme formidable était en réalité une critique chronique. Chaque matin, elle trouvait quelque chose à critiquer. Son café était trop fort. Il avait mal rangé la vaisselle, il avait tondu la pelouse trop court, il avait oublié d'acheter la bonne marque de yaourt. 40 ans de mariage, 40 ans de critiques quotidiennes. Bernard avait tellement intériorisé ce pattern qu'il ne le voyait même plus. Pour lui, c'était normal. Ma femme est perfectionniste, c'est tout. Non. Une personne perfectionniste exige la perfection d'elle-même. Un critique chronique exige la perfection des autres tout en s'exemptant lui-même. C'est une différence fondamentale. Le critique chronique projette sur vous ses propres insécurités, ses propres frustrations, sa propre déception de lui-même. En vous rabaissant, il se sent temporairement supérieur. C'est un mécanisme de défense pathologique. Et vous n'avez pas à en subir les conséquences. Comment gérer un critique chronique? 3 options. Option A, vous affrontez directement. Quand tu me dis ça, voici ce que je ressens. J'ai besoin que tu arrêtes. Certains critiques chroniques, confrontés à l'impact réel de leurs paroles, peuvent changer. Pas tous, mais certains. Option B, vous filtrez. Vous développez mentalement un bouclier. C'est son problème, pas le mien. Je ne vais pas intérioriser ça. Ça demande de l'entraînement, mais c'est faisable. Option C, vous prenez de la distance. Parce que parfois, la seule façon de préserver votre santé mentale est de limiter drastiquement votre exposition à la toxicité. 3e type, le manipulateur émotionnel. Attention, terrain miné. Le manipulateur émotionnel est un virtuose du chantage affectif. Il ne vous force jamais directement. Non, c'est trop grossier. Au lieu de ça, il crée un sentiment de dette émotionnelle, de culpabilité, d'obligation morale. Après tout ce que j'ai fait pour toi, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Je suis tellement déçu de toi, tu me fais tellement de peine et voilà. Vous vous retrouvez à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire juste pour éviter de vous sentir coupable. Le manipulateur émotionnel connaît vos points faibles, il sait exactement quel bouton appuyer pour obtenir ce qu'il veut. Vous êtes généreuse, il va jouer sur votre culpabilité si vous refusez de l'aider. Vous valorisez la loyauté? Il va questionner votre fidélité à chaque désaccord. Vous avez peur du conflit? Il va menacer de couper les ponts si vous ne cédez pas. C'est une forme de contrôle insidieuse, d'autant plus dangereuse qu'elle se drape dans le langage de l'amour et de l'affection. J'ai accompagné une patiente, appelons-la Nathalie.
dont la mère était une manipulatrice émotionnelle de haut niveau. Chaque fois que Nathalie voulait passer le week-end avec son mari et ses enfants, au lieu de visiter sa mère, celle-ci déclenchait un drame. « Ah, je vois, tu préfères ta belle famille. Je comprends, je suis juste ta mère, ce n'est pas important. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais mourir seule de toute façon, mais ce n'est pas grave. » Vous voyez le pattern? Aucune violence directe, juste un déluge de culpabilité. Et Nathalie, comme beaucoup de filles de mères manipulatrices, cédait systématiquement. Parce que la culpabilité est une émotion insupportable. Notre cerveau fera n'importe quoi pour l'éviter. Mais voici le secret que j'ai appris à Nathalie. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Relisez cette phrase, imprimez-la, collez-la sur votre miroir. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Si votre mère est triste parce que vous posez une limite saine, c'est son émotion à gérer, pas la vôtre. Si votre ami est en colère parce que vous refusez de lui prêter de l'argent, c'est sa colère, pas votre problème. Vous pouvez avoir de la compassion, de l'empathie, mais vous ne devez pas sacrifier votre bien, être sur l'autel de leurs émotions non régulées. Le manipulateur émotionnel déteste les limites claires, parce que les limites cassent son système de contrôle. Quand vous commencez à dire non sans vous justifier à l'infini, quand vous arrêtez de vous excuser d'exister, quand vous cessez de porter la responsabilité de son bonheur, le manipulateur panique. Il va intensifier ses tactiques, plus de culpabilité, plus de drame, plus de menaces voilées. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'extinction burst, une augmentation temporaire du comportement problématique avant qu'il ne s'éteigne. Si vous tenez bon, si vous maintenez vos limites avec fermeté et calme, soit le manipulateur finit par s'adapter, soit il sort de votre vie. Dans les deux cas, vous gagnez. Quatrième type, le narcissique grandiose. Ah, le grand classique. Celui-ci se reconnaît à 1000 lieues. Le narcissique grandiose se croit littéralement supérieur au reste de l'humanité. Il est le plus intelligent, le plus talentueux, le plus intéressant, le plus victime, le plus tout. Chaque conversation avec lui ressemble à une interview où il est la star, il monopolise la parole, il vous interrompt constamment, il ramène systématiquement le sujet à lui, et si par miracle vous parvenez à placer une phrase sur votre vie, il trouve immédiatement un moyen de faire le parallèle avec quelque chose de plus impressionnant qui lui est arrivé. Le narcissique grandiose manque cruellement d'empathie. Il ne peut pas vraiment se mettre à votre place. Tout ce qu'il comprend, ce sont ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres émotions. Les vôtres, inexistantes. Ou alors, elles n'ont de valeur que dans la mesure où elles le concernent directement. Vous êtes triste, il va minimiser. Oh, c'est pas si grave, moi par contre tu sais pas ce qui m'est arrivé. Vous avez réussi quelque chose? Il va soit vous ignorer, soit vous dire qu'il aurait fait mieux, soit se l'approprier. Ah oui, c'est parce que je t'ai donné ce conseil que j'ai eu en consultation un homme, appelons-le Didier, marié depuis 15 ans à une narcissique grandiose. Didier était un type brillant, ingénieur, mais complètement écrasé par sa femme. Elle se présentait comme une artiste incomprise, bien qu'elle n'ait jamais réellement produit d'œuvre d'art. Tout dans leur vie tournait autour d'elle. Ses humeurs dictaient l'atmosphère de la maison. Ses désirs prenaient priorité sur tout. Didier avait renoncé à ses hobbies, à ses amis, à ses projets personnels. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il essayait de s'accorder du temps, elle le culpabilisait. « Tu ne m'aimes plus, tu me négliges. Je suis malheureuse et toi tu penses à ton club de cyclisme. » Vivre avec un narcissique grandiose, c'est vivre dans son ombre perpétuellement. Vous n'existez que comme faire-valoir, comme public admiratif, comme support logistique pour son ego démesuré. Et Dieu vous garde si vous osez briller plus que lui dans n'importe quel domaine. Le narcissique ne tolère pas que la lumière se détourne de lui. Il fera tout pour vous ramener à votre place, en dessous de lui. La vérité clinique sur les narcissiques? Ils sont profondément insécures.
Derrière cette façade de grandiosité se cache une estime de soi fragile comme du verre. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'admiration constante, de validation externe permanente, mais, et c'est crucial, comprendre leurs blessures ne vous oblige pas à en subir les conséquences. Vous pouvez avoir de la compassion pour leur souffrance intérieure tout en refusant d'être leur thérapeute gratuit et leur punching ball émotionnel. Cinquième type, le compétiteur toxique. Ici, nous entrons dans une zone particulière. Le compétiteur toxique transforme absolument tout en compétition. Vous avez passé de bonnes vacances, lui a eu des vacances encore meilleures. Vous avez un problème de santé, lui a eu pire. Vous êtes fatigué, lui est épuisé. Vous avez acheté quelque chose de joli, lui a acheté quelque chose de plus cher, c'est épuisant. Parce que vous ne pouvez jamais simplement partager votre vie sans qu'elle ne soit immédiatement comparée, évaluée et ultimement rabaissée face à la sienne. Le compétiteur toxique ne sait pas célébrer vos réussites, vos succès le menaçant, parce que, dans son esprit tordu, la vie est un jeu à somme nulle. Si vous gagnez, il perd. Donc, au lieu de se réjouir pour vous, il dévalorise votre accomplissement. Ah, t'as eu une promotion? Bof, moi j'aurais pu en avoir une aussi, mais j'ai refusé parce que, ou pire, il vous ignore totalement. Vous annoncez une bonne nouvelle et il change de sujet comme si vous n'aviez rien dit. J'ai accompagné 2 sœurs, appelons-les Sophie et Claire, dont la relation était empoisonnée par cette dynamique. Claire était la compétitrice toxique. Depuis l'enfance, elle ne supportait pas que Sophie ait de l'attention. Si Sophie montrait un dessin à leurs parents, Claire intervenait avec un dessin meilleur. Si Sophie racontait sa journée d'école, Claire la coupait avec une anecdote plus dramatique. À l'âge adulte, ça s'était intensifié. Sophie se mariait. Claire annonçait sa grossesse le jour du mariage. Sophie achetait une maison. Claire achetait une maison plus grande. Sophie lançait son entreprise. Claire dénigrait son business model devant toute la famille. Sophie était venue me voir à bout de nerfs. Docteur André, je ne peux pas avoir une seule joie sans que ma sœur ne la gâche. J'ai l'impression de marcher sur des œufs en permanence. Et voilà le drame des compétiteurs toxiques, ils vous volent votre joie. Parce que vous ne pouvez jamais simplement savourer vos moments heureux. Vous anticipez déjà leurs réactions, leurs comparaisons, leurs tentatives de vous surpasser. Alors vous vous censurez. Vous minimisez vos réussites. Vous vous faites toute petite pour ne pas déclencher leur jalousie pathologique. Mais réfléchissez une seconde, pourquoi devriez-vous vous diminuer pour qu'ils se sentent mieux? Pourquoi votre lumière devrait-elle être éteinte pour protéger leur ego fragile? La réponse est simple, vous ne devriez pas. Une relation saine se réjouit du bonheur mutuel. Point. Si quelqu'un dans votre vie ne peut pas sincèrement célébrer vos victoires, cette personne n'est pas votre amie, elle est votre concurrente. Et vous avez le droit de ne plus jouer à ce jeu toxique. Sixième type, le violateur de limites chronique. Oh, celui-ci me fait monter la tension. Le violateur de limites chroniques ne respecte rien. Vous dites que vous ne prêtez pas votre voiture, il insiste jusqu'à ce que vous cédiez. Vous expliquez que vous ne voulez pas discuter politique, il lance justement le sujet politique controversé. Vous précisez que le dimanche est votre jour de repos sacré, il débarque sans prévenir chez vous ce dimanche, vous mentionnez que vous ne voulez pas d'enfant, il continue à vous demander quand vous allez vous décider à en faire. Le violateur de limites chroniques traite vos besoins comme des suggestions optionnelles. Pire, il les interprète comme des défis personnels. Ah, tu ne veux pas faire ça? On va voir ça. C'est une forme de contrôle insidieuse. En piétinant systématiquement vos limites, il vous envoie un message clair, tes besoins n'ont pas d'importance. Ce que tu veux n'a pas de valeur. Seules mes envies comptent.
J'ai travaillé avec une jeune femme, appelons-la Amélie, dont la belle-mère était une violatrice de limites olympiques. Amélie et son mari avaient établi une règle claire. Pas de visite impromptue, merci d'appeler avant. Simple, non? Eh bien, cette belle-mère débarquait quand même. Oh, j'étais dans le quartier, je me suis dit. Et elle restait 3 heures. Amélie et son mari avaient précisé qu'ils ne voulaient pas de conseils sur l'éducation de leurs enfants. La belle-mère donnait ses conseils anyway devant les enfants, sapant ainsi leur autorité parentale. Ils avaient demandé de ne pas offrir de bonbons aux enfants avant le dîner. Elle le faisait en cachette. Chaque limite posée était systématiquement violée. Et quand Amélie ou son mari protestaient, la belle-mère jouait l'innocente. Oh, je ne savais pas que c'était si grave, je voulais juste aider. Non. Quand on vous dit clairement une limite et que vous la violez, c'est pas de l'ignorance, c'est du mépris, c'est dire je me fiche de ce que tu veux, je fais ce que je veux. La science est formelle sur ce point. Les limites saines sont essentielles à notre santé mentale. Elles définissent où nous finissons et où l'autre commence. Elles nous protègent. Elles préservent notre énergie. Sans limite, nous devenons des éponges émotionnelles, absorbant tout et n'importe quoi de notre environnement. Le violateur de limites chroniques le sait intuitivement. Il sait que sans vos limites, vous êtes plus facilement contrôlable, manipulable, disponible pour ses besoins. Comment gérer ce type? Fermeté absolue, pas de négociation, pas de justification excessive. Non est une phrase complète. Je ne suis pas disponible dimanche. Point. Je ne prête pas ma voiture. Point. Ce sujet ne m'intéresse pas. Point. Et si la personne insiste, vous répétez exactement la même phrase, comme un disque rayé. Je ne prête pas ma voiture. Mais pourquoi? Je ne prête pas ma voiture. Allez, juste cette fois. Je ne prête pas ma voiture. Éventuellement, soit elle comprend que vous êtes sérieuse, soit elle s'en va. Dans les deux cas, vous avez protégé votre limite. 7e type, le semeur de chaos. Ah, le grand final. Le semeur de chaos peut être le plus épuisant de tous. Pourquoi? Parce qu'il crée des drames constants. Il y a toujours une crise, toujours un problème urgent, toujours une situation catastrophique qui nécessite votre intervention immédiate. Et bizarrement, ces crises se répètent en boucle, parce que le semeur de chaos ne cherche pas vraiment de solution, il cherche de l'attention, il cherche de l'excitation. Il est littéralement accro au drame. Le semeur de chaos prospère dans l'instabilité. Il déteste la paix, le calme, la routine saine. Pourquoi? Parce que dans le calme, il n'est pas au centre de l'attention. Dans la paix, on pourrait remarquer qu'il n'apporte pas grand-chose de constructif. Alors il agite le chaudron, il monte les gens les uns contre les autres, il fait circuler des rumeurs, il crée des malentendus, il exagère des petits incidents en catastrophes majeures, et vous vous retrouvez constamment en mode gestion de crise, même quand il n'y a aucune vraie crise. J'ai suivi une famille déchirée par une semeuse de chaos, la fille aînée. Chaque réunion de famille était un champ de bataille. Pourquoi? Parce que cette fille arrivait avec une nouvelle révélation choquante. Devine ce que tante Marie a dit sur toi dans ton dos. Tu savais que papa a donné plus d'argent à ton frère qu'à toi? J'ai entendu que ta belle-sœur critique tes enfants. Rien de tout ça n'était vérifié. La moitié était carrément inventée. Mais le mal était fait. Les tensions éclataient. Les accusations volaient. Et pendant ce temps, la semeuse de chaos observait le spectacle qu'elle avait orchestré, nourri par toute cette attention négative. Voici la chose fascinante. Le semeur de chaos a souvent subi lui-même un environnement chaotique dans son enfance. Il a grandi dans l'instabilité émotionnelle. Et maintenant, adulte, il recrée ce pattern familier parce que pour lui, le chaos est normal. C'est la tranquillité qui lui semble anormale, même menaçante. Mais encore une fois, comprendre n'est pas excuser. Leur traumatisme passé ne justifie pas qu'ils traumatisent votre présent.
Comment se protéger d'un semeur de chaos? Refuser de participer au drame. Quand il arrive avec une révélation explosive, vous répondez calmement. C'est intéressant. Si j'ai un problème avec un tel, j'irai en parler directement avec lui. Fin de la discussion. Pas de réaction émotionnelle, pas d'indignation, pas de larmes. Parce que c'est exactement ce qu'il cherche, votre réaction. Sans carburant émotionnel, son incendie s'éteint tout seul et éventuellement il ira chercher son drame ailleurs. Maintenant, faisons une pause, respirez profondément. Je sais que tout ceci peut être bouleversant, peut être que vous venez de reconnaître plusieurs personnes dans votre vie, peut être que vous réalisez que vous tolérez depuis des années des comportements inacceptables. C'est normal de ressentir de la colère, de la tristesse, de la confusion. Ces émotions sont légitimes. Laissez-les venir. Ne les réprimez pas. Mais voici ce que je veux que vous compreniez profondément. Reconnaître ces patterns n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité, c'est prendre soin de vous. Parce que vous ne pouvez pas vivre une vie épanouie si vous êtes constamment drainé par des relations toxiques. Vous méritez d'être entouré de gens qui vous élèvent, qui vous respectent, qui célèbrent votre existence, qui ajoutent de la joie à votre vie. Parlons maintenant des neurosciences de la toxicité relationnelle. Votre cerveau est câblé pour rechercher la sécurité et la connexion. C'est notre instinct de survie le plus fondamental. Nous sommes des êtres sociaux. L'exclusion sociale active littéralement les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Donc, quand vous êtes dans une relation toxique, votre cerveau vit un conflit terrible. D'un côté, il enregistre danger, stress, menace, de l'autre, mais c'est ma mère, mon conjoint, mon ami, je ne peux pas partir. Ce conflit produit ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Votre esprit essaye désespérément de résoudre cette contradiction. Et souvent, la solution que trouve votre cerveau est de minimiser le problème. Ce n'est pas si grave. Peut être que j'exagère. Il ne fait pas exprès. Elle m'aime à sa façon. Ces pensées sont des mécanismes de défense. Elles vous permettent de rester dans la relation tout en réduisant l'anxiété liée au conflit interne. Mais voici le problème. Cette minimisation vous coûte cher, très cher. Parce que pendant que votre mental rationalise, votre corps accumule le stress. Votre système nerveux reste en alerte permanente. Votre cortisol reste élevé, votre système immunitaire s'affaiblit, vous développez des insomnies, des problèmes digestifs, des tensions musculaires, des migraines. Votre corps vous crie « Sors de là !» mais votre tête répond « Je ne peux pas ». C'est exactement ce qui s'est passé avec Françoise, une de mes patientes, 58 ans, directrice d'école respectée, femme intelligente et forte, mais elle souffrait de fibromyalgie sévère, douleurs chroniques partout, fatigue écrasante, impossibilité de dormir correctement. Elle avait consulté une dizaine de médecins, essayé tous les traitements possibles, rien ne fonctionnait durablement. Quand elle est arrivée dans mon cabinet pour une dépression secondaire liée à ses douleurs, j'ai commencé à explorer sa vie relationnelle. Son mari était un critique chronique doublé d'un manipulateur émotionnel. 40 ans de mariage, 40 ans de critiques quotidiennes et de chantage affectif, mais Françoise avait tellement normalisé ce pattern qu'elle ne le voyait même plus. C'est juste son caractère. Les hommes de sa génération sont comme ça. Au moins, ils ne boivent pas et ne me trompent pas. Vous voyez? La minimisation. Ensemble, nous avons travaillé sur la reconnaissance de ces patterns toxiques. Françoise a commencé à poser des limites fermes. Elle a arrêté de se justifier constamment. Elle a refusé de porter la responsabilité des émotions de son mari. Et devinez quoi? 6 mois plus tard, sa fibromyalgie s'était considérablement améliorée. Pas complètement disparue, mais réduite de 70%. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences en psychosomatique.
Son corps avait enfin pu lâcher prise, parce qu'elle avait arrêté de vivre dans un état de stress chronique déguisé en normalité conjugale. Voici une autre vérité clinique que j'ai observée maintes fois. Les personnes qui tolèrent des relations toxiques ont souvent un point commun. Elles ont appris très tôt que leurs besoins n'étaient pas importants. Souvent, dans l'enfance, peut être que leurs parents étaient émotionnellement indisponibles, peut être qu'on leur a appris à toujours mettre les autres en premier, peut être qu'elles ont grandi dans un environnement où exprimer ses besoins était puni ou ignoré. Résultat, adultes, elles continuent ce pattern. Elles attirent des gens qui les utilisent, les dévalorisent, les contrôlent, et elles restent parce que, inconsciemment, c'est familier. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'aimant atoxique. Certaines personnes semblent attirer systématiquement les mêmes types de personnalités problématiques. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le hasard. C'est un pattern inconscient qui se répète. Pourquoi? Parce que notre cerveau recherche ce qui est familier, même si ce familier est toxique. C'est terrifiant, mais c'est vrai. La bonne nouvelle, ce pattern peut se briser avec de la conscience, de la thérapie, du travail sur soi. Vous pouvez recabler votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales. Vous pouvez apprendre à reconnaître les red flags très tôt. Vous pouvez développer un détecteur interne de toxicité. Vous pouvez choisir consciemment de vous entourer de gens sains. Ça demande du courage, ça demande de la pratique, mais c'est absolument possible. Laissez-moi vous donner un exercice concret, je l'appelle l'inventaire relationnel. Prenez une feuille de papier, faites 3 colonnes. Colonne 1, listez toutes les personnes significatives dans votre vie, famille, amis, collègues, proches, conjoints. Colonne 2, à côté de chaque nom, notez honnêtement comment vous vous sentez généralement après avoir passé du temps avec cette personne. Énergisée ou épuisée, joyeuse ou déprimée, valorisée ou dévalorisée, confiante ou anxieuse. Colonne 3, identifiez les patterns toxiques éventuels en utilisant les 7 types que nous venons de voir. Cet exercice est révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il sort les relations du domaine émotionnel abstrait pour les mettre sur papier, concrètement. Vous ne pouvez plus vous mentir, vous ne pouvez plus minimiser. C'est là, noir sur blanc, et souvent mes patients ont un choc quand ils réalisent que la majorité de leurs relations les vident au lieu de les nourrir. Une fois l'inventaire fait, nous passons à l'étape 2, le tri relationnel. Oui, comme vous triez vos vêtements ou votre garde-manger, vous devez trier vos relations. Brutal? Peut être. Nécessaire? Absolument. Catégorisez chaque relation en 3 groupes. Groupe A, relations saines et enrichissantes, à cultiver, à approfondir, à protéger. Groupe B, relations neutres ou situationnelles, à maintenir avec des limites claires. Groupe C, relations toxiques, à distancer ou à couper. Groupe C est le plus difficile émotionnellement, parce que souvent ce groupe contient des gens que vous aimez. Votre mère toxique, vous l'aimez quand même. Votre ami d'enfance manipulateur, vous avez quand même de beaux souvenirs avec lui, et c'est exactement ça qui vous paralyse. Vous pensez que l'amour signifie tolérance inconditionnelle. Faux. L'amour sain inclut le respect mutuel. L'amour sain respecte les limites. L'amour sain ne demande pas de vous sacrifier pour l'autre. Alors comment gérer le groupe C? Plusieurs options selon la situation. Option 1, le no-contact complet. Vous coupez la relation entièrement. Ça semble radical et ça l'est. Mais parfois, c'est la seule solution pour préserver votre santé mentale, particulièrement avec les narcissiques grandioses ou les manipulateurs sévères qui refusent tout changement. Option 2, le low contact. Vous réduisez drastiquement les interactions. Visite familiale obligatoire seulement. Conversation brève et superficielle.
pas de partage émotionnel profond. Option 3, le contact structuré avec limites ultra claires. Vous maintenez la relation, mais sous vos conditions strictes. Et si la personne viole vos limites, conséquence immédiate. Quelle que soit l'option choisie, attendez-vous à de la résistance. La personne toxique ne va pas applaudir votre émancipation, au contraire. Elle va probablement intensifier ses tactiques manipulatoires. C'est l'extinction burst dont je parlais plus tôt. Plus de culpabilisation, plus de victimisation. Comment peux-tu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es vraiment cruel. Tu vas le regretter. Tenez bon, c'est le test ultime de votre détermination. Vous savez ce qui se passe ensuite? Soit la personne comprend que vous êtes sérieuse et ajuste son comportement rare mais possible, soit elle disparaît de votre vie en claquant la porte avec drame plus fréquent. Et dans ce deuxième cas, laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. C'est une bénédiction déguisée, vraiment, parce qu'elle vous a épargné la difficulté de la distanciation progressive. Elle a fait le travail pour vous. Certaines de mes patientes ont pleuré pendant des semaines après avoir coupé contact avec un parent toxique ou un ami manipulateur. Je me sens tellement coupable, docteur André. C'est ma mère. C'est mon amie depuis 20 ans. Et je leur réponds toujours la même chose, le deuil que vous vivez n'est pas le deuil de la relation réelle que vous aviez. C'est le deuil de la relation que vous espériez avoir. C'est le deuil de la mère aimante que vous auriez voulu, c'est le deuil de l'ami loyal que vous pensiez avoir. Mais cette relation idéalisée n'existait que dans votre tête. La vraie relation vous faisait du mal, et vous avez eu le courage de la quitter. Le deuil est légitime. Pleurez, soyez triste, soyez en colère, mais ne confondez pas deuil avec erreur. Couper une relation toxique n'est jamais une erreur. C'est un acte d'amour envers vous-même. C'est dire « je mérite mieux que ça », ma paix mentale est plus importante que la paix factice d'une relation dysfonctionnelle. Et voici ce qui se passe généralement quelques mois après, une sensation de légèreté incroyable. Mes patientes me disent docteur, c'est fou, mais je respire mieux, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, je souris plus. » Évidemment, vous avez arrêté de porter un poids émotionnel toxique sur vos épaules, vous avez libéré de l'espace mental et émotionnel, et cet espace peut maintenant être rempli avec des choses qui vous nourrissent réellement. Parlons maintenant d'un aspect que beaucoup négligent, la prévention. Comment éviter d'attirer ou de tolérer des personnes toxiques à l'avenir? Parce que comprendre et gérer les relations toxiques actuelles, c'est bien, mais développer des anticorps pour ne plus vous laisser infecter, c'est encore mieux. Première règle de prévention, cultiver une estime de soi solide. Les prédateurs émotionnels repèrent les proies faciles, les gens qui doutent d'eux-mêmes, qui cherchent désespérément l'approbation externe, qui ont peur de la solitude. Si vous êtes bien avec vous-même, si vous savez que vous avez de la valeur indépendamment de l'opinion des autres, vous devenez beaucoup moins vulnérable aux manipulations. Deuxième règle, observez les actes, pas les paroles. Les personnes toxiques sont souvent de très bons communicateurs. Ils savent dire exactement ce que vous voulez entendre. Je t'aime, tu es importante pour moi, je vais changer, blablabla. Bla bla. Mais que font-ils réellement? Leurs actions correspondent-elles à leurs belles déclarations? Parce qu'un manipulateur vous dira qu'il vous respecte tout en violant vos limites. Un critique chronique vous dira qu'il veut votre bien tout en vous rabaissant. Un narcissique vous dira que vous êtes spécial tout en vous traitant comme un accessoire. Troisième règle, écoutez votre intuition. Votre corps sait, vraiment. Quand quelqu'un vous met mal à l'aise, sans raison apparente, quand vous sentez un malaise dans votre ventre après une interaction, quand vous avez envie de prendre une douche après avoir parlé avec quelqu'un, c'est votre système d'alarme interne qui sonne. Ne l'ignorez pas, ne rationalisez pas cette sensation en vous disant « je suis trop sensible » ou « j'imagine des choses ». Votre intuition capte des micro-signaux que votre conscient n'a pas encore analysés. Faites-lui confiance.
4e règle, allez lentement dans les nouvelles relations. Les personnes toxiques essaient souvent de créer une intimité très rapide. Le love bombing dans les relations amoureuses. Déclaration d'amour après 2 semaines, promesse d'avenir, intensité émotionnelle disproportionnée. Ou dans les amitiés, quelqu'un qui vous partage immédiatement ses secrets les plus profonds, qui veut vous voir tous les jours, qui vous bombardeuse de messages. C'est un red flag énorme. Les relations saines se construisent progressivement avec confiance mutuelle qui grandit au fil du temps. 5e règle, maintenez vos limites dès le début. Beaucoup de gens sont souples avec leurs limites au début d'une relation, pensant être gentilles ou accommodantes. Grosse erreur. Parce que vous établissez ainsi un précédent, la personne apprend qu'elle peut empiéter sur vos limites sans conséquence. Et ensuite, quand vous essayez de renforcer ses limites, elle proteste. Mais avant, tu acceptais. Oui, et c'était une erreur. Dès le début, soyez clair sur ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. 6e règle, diversifiez vos relations. Ne mettez pas tous vos œufs émotionnels dans le même panier. Si votre seul ami est un vampire empathique, vous êtes coincé. Mais si vous avez un réseau diversifié de relations saines, vous pouvez plus facilement prendre de la distance avec une personne toxique sans vous retrouver isolé. C'est une stratégie de protection importante. 7e règle, travaillez sur vos propres patterns. Si vous remarquez que vous attirez systématiquement le même type de personnes problématiques, ce n'est pas une malédiction. C'est un pattern à explorer. Souvent, en thérapie, quels besoins non satisfaits cherchez-vous à combler à travers ces relations? Quelle croyance limitante vous fait croire que vous méritez d'être traité ainsi? Quel modèle relationnel de votre enfance reproduisez-vous inconsciemment? Ces questions sont inconfortables mais essentielles. Maintenant, abordons un sujet délicat, et si vous êtes vous-même parfois toxique, parce que, soyons honnêtes, nous avons tous nos moments, personne n'est parfait 100% du temps. La différence entre avoir occasionnellement un comportement toxique et être une personne toxique réside dans 3 choses: la conscience, la responsabilité et le changement. Avoir conscience quand vous avez blessé quelqu'un, prendre la responsabilité de votre comportement sans vous justifier à l'infini, et changer réellement ce comportement. Si vous reconnaissez en vous des patterns de critique chronique, de manipulation émotionnelle ou de violation de limites, bravo, vraiment. La conscience est le premier pas vers le changement. Maintenant, faites le travail, consultez un thérapeute, lisez des livres sur l'intelligence émotionnelle, pratiquez l'empathie active, apprenez à gérer vos émotions sans les déverser sur les autres. Entraînez-vous à écouter vraiment, pas juste à attendre votre tour pour parler. Respectez les limites des autres, même quand ça vous contrarie. C'est difficile, ça demande de l'humilité, ça demande d'affronter des parts de vous-même que vous préféreriez ignorer, mais c'est possible. J'ai vu des gens changer profondément, des critiques chroniques apprendre à célébrer les autres, des manipulateurs émotionnels développer une communication directe et honnête, des narcissiques grandioses cultiver une vraie empathie, c'est rare. Ça demande un travail thérapeutique intense, mais c'est possible. Parlons aussi du rôle de la société dans tout ça, parce que nous vivons dans une culture qui glorifie certains comportements toxiques. Le patron qui hurle sur ses employés est présenté comme passionné ou exigeant. La belle-mère intrusive est juste une mamie qui aime ses petits-enfants. L'ami qui vous rabaisse est juste honnête ou fait de l'humour. Le conjoint jaloux et contrôlant est juste amoureux? Non. Ces narratifs culturels normalisent la toxicité. Ils vous font douter de votre propre perception. Peut être que j'exagère, peut être que c'est normal. Rien de tout ça n'est normal. Rien de tout ça n'est acceptable. Et vous avez le droit de nommer la toxicité pour ce qu'elle est, même si votre culture ou votre famille la normalise. Vous avez le droit de dire non, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Non,
Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la cruauté. Non, c'est pas de la passion, c'est de l'abus. Votre réalité est valide, vos sentiments sont valides. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Je veux aussi parler des enfants dans des environnements toxiques. Parce que beaucoup de mes patientes sont des mères qui se demandent dois-je maintenir le contact avec ma mère, père, belle famille toxique pour que mes enfants aient leurs grands-parents? Ma réponse est toujours la même. Exposer vos enfants à des personnes toxiques n'est pas un cadeau, c'est une maltraitance. Point. Vos enfants ne bénéficient pas d'avoir une grand-mère qui les critique, un grand-père qui ignore leurs limites, ou des oncles et tantes qui créent du chaos lors de chaque réunion familiale. Les enfants apprennent par modélisation. Si vous tolérez qu'on vous traite mal devant eux, vous leur apprenez que c'est acceptable. Vous leur montrez que l'amour implique de se laisser maltraiter. Vous plantez les graines de leur future relation toxique. Au contraire, en posant des limites fermes, en vous protégeant, en coupant les relations nocives, vous leur enseignez des leçons précieuses. Tu mérites le respect, tu as le droit de te protéger. Tu peux aimer quelqu'un de loin si sa proximité te blesse. Ce sont des leçons qui les serviront toute leur vie. Une de mes patientes, appelons-la Isabelle, a coupé contact avec sa mère toxique quand sa fille avait 8 ans. Sa fille en a maintenant 10 à 7. Récemment, elle a dit à Isabelle, « Maman, je veux te remercier. J'ai des amis dont les grands-mères sont horribles avec leur mère et elles continuent de les voir. Toi, tu as eu le courage de nous protéger. Ça m'a appris que je n'ai pas à tolérer les gens qui me font du mal, même s'ils sont de la famille. » Isabelle a pleuré de soulagement, parce qu'elle avait passé des années à se demander si elle avait fait le bon choix. Et sa fille venait de confirmer que oui. Attention cependant à un piège, la surdiagnostication. Pas tout le monde qui vous agace est toxique. Pas toute personne qui vous contrarie est un narcissique. Pas tout désaccord est de la manipulation. Il faut distinguer les comportements toxiques chroniques et pathologiques des simples défauts humains ou des conflits normaux. Quelqu'un qui a une mauvaise journée est un peu brusque, pas toxique. Quelqu'un qui est toujours brusque et refuse de reconnaître l'impact de son comportement, potentiellement toxique. Le contexte compte, la fréquence compte, la volonté de changer compte. Une personne saine qui fait occasionnellement quelque chose de blessant reconnaîtra son erreur, s'excusera sincèrement et modifiera son comportement. Une personne toxique niera, se justifiera, vous accusera d'être trop sensible et répétera le même comportement. Voyez la différence ? Il faut aussi parler de la toxicité systémique versus individuelle. Parfois, ce n'est pas une personne qui est toxique, c'est tout un système familial ou professionnel. Des dynamiques dysfonctionnelles maintenues par plusieurs personnes. Dans ces cas, identifier la personne toxique est impossible parce que la toxicité est diffuse, collective, systémique. Et souvent, la seule solution est de sortir complètement du système. J'ai accompagné un homme, appelons-le Robert, qui travaillait dans une entreprise familiale toxique. Impossible d'identifier un unique coupable. Le père était un critique chronique. La mère était une manipulatrice émotionnelle. Le frère aîné était un compétiteur toxique. La sœur était une semeuse de chaos. Et tous ensemble, ils maintenaient une dynamique où personne ne communiquait directement, où les alliances changeaient constamment, où les secrets étaient monnaie courante. Robert a essayé pendant des années de réparer cette dynamique en vain. Finalement, il a quitté l'entreprise familiale. Ça a provoqué un séisme familial, évidemment. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, Robert me dit « C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai enfin ma vie à moi. » Abordons maintenant les conséquences à long terme de l'exposition à la toxicité relationnelle. Au-delà du stress immédiat, que se passe-t-il quand vous vivez pendant des années dans ces environnements ? Premièrement, vous développez ce que j'appelle une hypervigilance relationnelle. Vous analysez constamment les autres, vous cherchez des red flags, vous anticipez les problèmes. C'était nécessaire pour survivre dans un environnement toxique, mais maintenant ça vous empêche de vous détendre dans les relations saines. Vous ne faites confiance à personne.
vous gardez toujours vos distances émotionnelles. Deuxièmement, vous internalisez le discours toxique. Après des années d'entendre qu'on vous critique, qu'on vous rabaisse, qu'on vous manipule, vous commencez à croire ces messages. Je ne suis pas assez bien, je suis trop sensible, je demande trop, je ne mérite pas mieux. Ces croyances deviennent votre dialogue interne. Vous devenez votre propre critique chronique, même après avoir quitté la personne toxique. C'est ça le drame, la toxicité s'installe dans votre tête. Troisièmement, vous perdez le sens de vous-même. Quand vous passez des années à adapter votre comportement pour éviter de déclencher quelqu'un, à marcher sur des œufs, à anticiper leurs besoins au détriment des vôtres, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Vos goûts, vos désirs, vos limites, vos valeurs, vous devenez une coquille vide façonnée par les attentes toxiques des autres. La récupération de ces dommages prend du temps, souvent beaucoup de temps, et idéalement avec un soutien thérapeutique. Vous devez désapprendre des patterns profondément ancrés. Vous devez reconstruire votre estime de soi. Vous devez réapprendre à faire confiance, tout en maintenant des limites saines. Vous devez redécouvrir qui vous êtes en dehors de ces relations toxiques. C'est un voyage, parfois douloureux, mais incroyablement libérateur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Céline. 47 ans quand elle est venue me voir. Elle avait quitté un mariage toxique 3 ans auparavant, mais elle se sentait toujours prisonnière, mentalement. Docteur André, physiquement je suis parti, mais dans ma tête il est toujours là. J'entends ses critiques, je doute de chaque décision. J'ai peur de faire des erreurs, je me sens tellement perdu. Ensemble, nous avons travaillé pendant 2 ans. Thérapie cognitivo-comportementale pour restructurer ses pensées automatiques négatives, travail sur les traumatismes avec EMDR, reconstruction de son identité propre, apprentissage de l'autocompassion. Aujourd'hui, Céline va bien. Elle n'est pas guérie au sens où elle n'a plus jamais de moments difficiles, mais elle a récupéré son pouvoir personnel. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait poser des limites. Elle a des relations saines. Et quand l'ancienne voix critique de son ex-mari essaye de ressurgir dans sa tête, elle sait la reconnaître et la contrer. Ce n'est pas ma voix, c'est la sienne. Et je ne lui donne plus de pouvoir sur moi. Voilà la vraie victoire. Je voudrais aussi parler d'un aspect souvent négligé. La toxicité peut être bidirectionnelle. Parfois, 2 personnes ensemble créent une dynamique toxique, même si séparément elles ne seraient pas particulièrement toxiques. C'est le cas de certains couples où chacun triguait les pires aspects de l'autre. Lui devient critique parce qu'elle est défensive, elle devient manipulatrice parce qu'il est rigide, il viole ses limites parce qu'elle n'en pose pas clairement, elle crée du chaos parce qu'il est trop contrôlant, et ainsi de suite, dans une spirale infernale. Dans ces cas, la solution n'est pas toujours de diaboliser l'un ou l'autre. Parfois, la solution est simplement de reconnaître nous nous rendons toxiques mutuellement. Cette relation, aussi aimante soit-elle à certains moments, ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas compatibles de manière saine. Et c'est OK de partir, même s'il n'y a pas de méchant clair. J'ai médité pendant des années sur cette question, pourquoi certaines personnes tolèrent-elles la toxicité pendant si longtemps? Et j'ai identifié plusieurs raisons récurrentes. La peur de la solitude. Si je pars, je serai seul, et c'est pire. Faux. La solitude temporaire est infiniment préférable à la compagnie toxique permanente. La culpabilité, mais cette personne a besoin de moi. Je ne peux pas l'abandonner. Vous n'êtes pas responsable de sauver quelqu'un au détriment de votre propre survie. L'espoir du changement peut être que si je suis assez patiente, assez compréhensive, assez aimante, elle changera. Non, les gens ne changent que s'ils veulent changer. Votre amour ne les guérira pas. L'investissement émotionnel, j'ai déjà investi tellement d'années dans cette relation, je ne peux pas abandonner maintenant. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Vous avez déjà perdu ces années.
continuer ne les récupérera pas. Ça ne fera qu'ajouter plus d'années perdues. La normalisation, toutes les relations ont des problèmes. C'est normal, non? Il y a une différence entre des problèmes normaux et de la toxicité chronique. La dépendance financière ou logistique, je ne peux pas partir, je n'ai nulle part où aller. C'est souvent le cas le plus difficile, mais il existe des ressources, des refuges, des associations. Ne restez pas dans une situation qui vous